Bonjour, bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Elisabeth Lambert. Bonjour Elisabeth. Bonjour Michel. Bonjour. Elisabeth, bon, copropriétaire de pièces d'auto Joliette, mais aussi vice-présidente là, à la division du Québec de l'AIA Canada. Oui. Expliquez-nous un peu, Elisabeth, votre implication au sein de cette association, puis un peu le rôle que vous voyez pour la division du Québec de l'AIA. Ben moi, ça fait quand même depuis 2018 que je côtoie l'AIA de façon officielle et non officielle. On a mis en place les foires au stage en février 2018. Puis, à partir de mars 2019, je me suis impliquée de façon officielle avec l'AIA. L'AIA, c'est un regroupement extrêmement intéressant de gens de tout plein de milieux de notre industrie qui apportent plein de solutions aux défis qu'on rencontre. On a des défis de relève, on a des défis de formation, on a des défis qui sont tellement importants. Puis ensemble, de façon non partisane, on peut vraiment y arriver puis trouver des belles solutions ensemble. Donc, c'est super intéressant. Là. Moi, je l'ai découvert encore plus notre industrie avec l'AIA. Oui, puis c'est une association aussi qui crée énormément de rapprochements avec les centres de formation, par exemple, préparer la relève. C'est sûr que là, en période de pandémie, ça a été peut-être un peu plus difficile, mais je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Oui, c'est sûr, parce que on le ressent là, dans les ateliers mécaniques, mais aussi dans les magasins. Il y a un manque de main-d'œuvre. Puis, c'est important d'aller s'impliquer au niveau des centres de formation parce que les centres de formation, je pense qu'il y a un manque de connaissances par rapport à notre industrie. On va les voir en amont pour les informer. Qu'est-ce qui est possible de faire? Quand on a un DEP en mécanique, est-ce qu'on doit absolument devenir un technicien? Non, oui, ça peut être une solution, mais on peut aussi devenir aviseur technique, on peut devenir commis aux pièces, on peut devenir représentant pour un manufacturier. Il y a plein de choses qui peuvent s'offrir à nous. Donc, c'est super important comme association d'aller les voir, puis de faire cette implication-là, de tisser un lien avec eux pour leur montrer qu'on est présent, puis qu'on a plein de beaux défis, de belles opportunités qui s'offrent à eux dans notre industrie. Oui. Puis ça, c'est un phénomène récurrent aussi qu'on voit au sein de l'AIA, autant de la division du Québec que l'AIA Canada, c'est que pas de partisanerie. C'est un combat commun. Il y a des intérêts partagés là-dedans et on se retrouve entre gens de l'industrie et on oublie les couleurs sur cette tribune-là. Un des enjeux, Elisabeth, qui revient constamment, évidemment, c'est l'accès aux données. Oui. C'est un défi dont on entend de plus en plus parler concrètement dans les ateliers. Ça devient compliqué d'avoir accès aux données pour faire un bon diagnostic, une bonne réparation. Et parallèlement à ça, il y a aussi l'incompréhension peut-être en grande partie des consommateurs qui ont aucune idée ou très peu le concept de l'intelligence de leur véhicule et le partage de ces données qui se fait. Bon, il y a une lutte qui se fait, il y a une démarche qui se fait au sein de l'AIA Canada. Aux États-Unis aussi, l'association sœur de l'AIA pousse aussi pour de la réglementation de ce côté-là. Parlez-nous un peu là, de ce qui se passe au niveau de l'accès aux données. Bien, dans le fond, là, présentement, c'est vraiment une période cruciale. On a vraiment besoin de mobiliser l'industrie. On veut outiller tous les acteurs pour leur donner les bonnes façons d'aller conscientiser justement les consommateurs. Une voiture, c'est pas juste l'enjeu, c'est pas juste au niveau des codes d'entretien ou des codes que le véhicule va émettre par rapport à une problématique. Ça va au-delà de ça. C'est toutes les habitudes de conduite, les habitudes de consommation. Quand on branche notre téléphone dans le véhicule, ça s'arrête pas là. Les données, elles restent pas dans notre téléphone. C'est pas imperméable, c'est perméable. Donc, ça peut devenir une source de revenus pour les manufacturiers. Puis aussi, ça pose des enjeux, des questions d'éthique, puis de transparence, puis de libre marché. C'est important que les consommateurs soient conscients de ça. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sans relâche par rapport à ce dossier-là. Oui. Bon, on voit défiler sous nos visages le lien vers la pétition que les gens peuvent signer. Autant les gens de l'industrie, je pense qu'ils sont ralliés percevant clairement l'intérêt de pousser dans cette direction-là. Et la population aussi est sensibilisée pour aller signer cette pétition-là. Je fais juste souligner rapidement que, bon, dans le cadre législatif, il y a un projet de loi présentement qui est en deuxième lecture à Ottawa, le projet de loi C11, deuxième lecture, qui avance, qui va aborder
une approche plus générale au niveau de la propriété des données, que ce soit de notre téléphone, de notre tablette et de notre véhicule. Vous avez mentionné, Elisabeth, aussi de sensibiliser le consommateur. Dans notre industrie, le lien avec le consommateur, c'est l'atelier. Je pense qu'il y a du nouveau là-dessus. Expliquez-nous un peu où est-ce qu'on en est rendu. Bien, dans le fond, à partir de la semaine prochaine, on va débuter l'AIA Canada, division du Québec. On va débuter une série de présentations aux grands réseaux. On va s'adresser aux magasins corporatifs, aux propriétaires d'ateliers ainsi qu'aux représentants qui sont sur la route. On va leur présenter les enjeux, les défis, les outils aussi qui sont à la disposition. Comment faire pour présenter cet enjeu-là aux ateliers et comment ces ateliers-là peuvent s'adresser à leurs consommateurs aussi pour leur expliquer l'importance de toute cette campagne-là. Comment ça peut avoir un impact dans l'avenir si on se mobilise pas là présentement, justement pour avoir un impact sur l'éventuelle loi C11. Mm-hmm. Donc, on a créé une foule d'outils qui sont tous disponibles sur le site Internet de la campagne. Mm-hmm. Donc, on veut vraiment conscientiser les gens à aller sur ce site puis à se servir de ces outils-là qui sont toutes prêts pour être utilisés là. Oui, parce qu'on voit justement apparaître là sur l'écran le site. Mm-hmm. Parce qu'il y a des garagistes qui sont confrontés à cette problématique-là de ne pas avoir accès aux données, contactent le concessionnaire non, je ne veux pas partager, et ils peuvent maintenant informer leurs clients, de dire écoute, moi, ça fait des années qu'on fait affaire ensemble. Mm-hmm. Et là, le nouveau véhicule que tu viens d'acheter ou récent, je ne peux pas le réparer parce que le concessionnaire ne veut pas. Fait qu'on peut donner aux consommateurs des outils pour avoir puis il y a eu des cas concrets d'aller voir le concessionnaire et dire écoute, ces données-là m'appartiennent, c'est mon véhicule, ce sont mes données, c'est mon choix et moi je choisis l'atelier où je fais affaire, l'atelier indépendant avec lequel je fais affaire depuis des années. Donc je veux avoir l'accès au code et je veux que mon technicien puisse réparer mon véhicule d'une façon complète, sécuritaire et souvent à meilleur marché que s'il avait fait affaire avec le concessionnaire. Il faut garder aussi en tête que on n'est pas tous près de grands centres. Donc, si à un moment donné, on vient confronter à la réalité que nos véhicules doivent être entretenus chez les concessionnaires, mais qu'on est à 2 heures de route du concessionnaire, c'est pas la même façon de faire, les mêmes coûts. Ça a un autre impact. On veut que les consommateurs gardent leur choix de où ils veulent faire entretenir leur véhicule. Donc, ça passe par cette campagne-là, le droit à l'accès aux données pour les consommateurs. Parfait. C'est une belle trousse complète. Moi, je recommande vraiment à tous nos auditeurs d'aller jeter un coup d'œil, de se faire une tête pour trouver justement l'argumentaire auprès du consommateur. Écoutez, là, ça vous concerne directement. Là, c'est votre véhicule. Vous avez le droit de choisir où le faire réparer. Parce que vous avez déjà souligné l'enjeu que ça peut représenter à moyen terme sur l'après-marché si l'information est contrôlée par les constructeurs, autant au niveau du marketing latéral, c'est-à-dire le partage des données avec un tiers parti, que l'accès aux données qui te permet de faire l'entretien régulier de ton véhicule. Oui, ce que je veux mentionner aussi, c'est que la majorité des grands réseaux travaillent présentement ou ont déjà développé un électrostatique qui va pouvoir être apposé sur les plexiglas dans les ateliers mécaniques. Il va y avoir un code QR, donc les consommateurs vont pouvoir être invités à tout simplement scanner le code QR pour pouvoir aller signer la pétition. Donc, c'est des outils pour faciliter aussi les consommateurs et tous et chacun à aller signer la pétition. Il y a un élément que je vais aborder avec vous, c'est le marché des pièces. On a vécu une période là de turbulence. Comment ça se passe de votre côté? Comment ça reprend? Ben, moi, je dois dire que on est dans une excellente période. C'est sûr qu'on a vécu dans les derniers mois, comme un peu tout le monde, des périodes d'incertitude. On savait pas trop où ça s'en allait. Par contre, je crois que présentement, ça va très bien. C'est sûr qu'on a des enjeux au niveau approvisionnement. On doit être plus créatif, mais somme toute, ça se passe très bien. Les gens ont changé, c'est sûr, leur façon de leurs habitudes. Le télétravail a amené des impacts, mais c'est des bons impacts pour nous. Ça se passe très, très bien. Une voiture qui roule pas, ça veut pas dire qu'elle reste en parfait état. Au contraire. Donc, ça a des effets bénéfiques, là, présentement.
Oui. Puis ce que vous mentionnez tout à l'heure en pré-entrevue, c'est que dans un contexte d'incertitude qu'on a vécu, les gens vont avoir tendance à conserver leur véhicule plus longtemps. Ils vont reporter là, la date là, de remplacement du véhicule. Oui. Il semble y avoir un problème aussi d'approvisionnement au niveau des véhicules neufs. Ça peut être intéressant à moyen terme là, pour le marché secondaire, pour nos ateliers. Je vais vous poser la question du champ gauche, évidemment, avec l'arrivée des véhicules électriques, ça va avoir un impact à un moment donné sur le marché de la pièce. Comment vous voyez ça? Ben, c'est sûr que c'est dur de prévoir exactement ce que les conséquences de tout ça. Par contre, moi, je vois ça comme un défi. C'est une technologie qui est émergente au même titre que quand on parle de la technologie ADAS. C'est des choses nouvelles qui arrivent dans les ateliers. Donc, l'important, je crois, ça va être d'assurer la formation disponible pour les techniciens, pour les ateliers qui se gardent aux dernières technologies possibles. Puis, je pense que c'est vraiment de voir ça comme un défi. Puis l'avenir va nous dire comment ça va pouvoir changer le visage de notre industrie. C'est dur de le prévoir, j'ai pas de boule de cristal. Mais ce qu'on sait, encore une fois, c'est un défi technologique. Oui. On en a vu les freins ABS, les moteurs à injection. Et là, comme vous dites, tout ce qui est module, programmation, diagnostic électronique, ça demande donc beaucoup de formation, de préoccupation au sein de notre industrie pour pousser nos jeunes qui sont intéressés. Cette génération-là est née avec une tablette dans les mains. Ben, ça reste dans l'essence que la formation, c'est important. Donc, la formation continue, c'est aussi un des chevals de bataille, un des choses importantes que l'AIA veut continuer à promouvoir. On veut structurer des choses, on veut que notre industrie ait accès à une bonne formation pour justement pouvoir faire face à ces défis technologiques-là. Madame Lambert, je vous remercie énormément de votre temps. Je vous félicite pour votre implication au sein de l'AIA, puis je vous souhaite un bon succès avec les démarches que vous entreprenez présentement pour l'accès aux données. Bien, merci beaucoup, Michel, c'est très gentil.